tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Solidarité Santé, le MAG. Cette semaine, plein feu sur l'Université des Antilles et de la Guyane. En effet, cette institution du savoir, qui fêtera ses 30 ans en 2012, accompagne depuis sa création nos sociétés et contribue à leurs enjeux. Car en plus des formations qu'elle dispense sur les 3 pôles, Guadeloupe, Martinique et Guyane, une des priorités de l'université a toujours été de participer au développement, à la croissance, à l'essor régional par le biais d'échanges et de coopération culturelle avec d'autres universités de l'Europe, de la Caraïbe et des Amériques. Alors justement aujourd'hui avec nos invités, Pascal Safache, président de l'UAG, et Madame Mancé-Caster, doyenne de la Faculté des Lettres et de Sciences Humaines, nous parlerons des étudiants haïtiens qui ont été accueillis à l'UAG, rescapés du séisme en 2010, souvenez-vous, dans le cadre d'un partenariat avec l'ICEF, l'Institut supérieur d'études francophones en Haïti. Nous découvrirons comment tout cela a-t-il été possible, quelles ont été les difficultés majeures, en quoi consiste la prise en charge globale de ces étudiants et quels ont été les moyens nécessaires à celle-ci. On en parle dans un instant, mais pour l'heure on retrouve Lise Salin qui nous parle cette semaine de la thématique des différences culturelles. Dans notre monde actuellement, un monde en pleine mutation, nous avons vraiment des rencontres plurielles au niveau des différences culturelles. On peut décliner ces différences culturelles au niveau de la population avec la présence de migrants, la présence de personnes qui sont de communautés minoritaires, mais la différence culturelle, c'est aussi dans la sphère musicale. Se retrouve également au niveau de la rencontre avec quelqu'un qui est différent, qui est porteur peut-être d'un handicap, comme on le voit, la langue des signes. La langue des signes qu'il est intéressant d'apprendre à parler pour échanger, pour rencontrer, pour être aussi dans le même monde, dans un processus de communication. Alors la différence, c'est quoi? La différence, c'est aussi l'autre, l'altérité. La rencontre, c'est aussi la richesse de l'autre, c'est aussi une autre façon de voir les choses. Donc dans toutes les déclinaisons que nous venons de voir concernant les différences culturelles, le métissage, l'échange, la rencontre, je vous dirais accueillez, recevez, rencontrez les personnes qui sont différentes de vous, qui sont d'une minorité au niveau sociétal, qui sont d'une minorité dans l'orientation sexuelle aussi, parce que souvent la différence culturelle, c'est aussi qu'on a fait des choix différents. Parce que toutes ces différences viennent nous enrichir, viennent nous donner une autre façon d'être au monde. Et surtout, n'oubliez pas, prenez grand soin de vous. Pascal Safache, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à l'Université des Antilles et de la Guyane. Alors tout d'abord, il est vrai que l'université a toujours eu cette priorité de favoriser les échanges culturels avec d'autres établissements de la zone Caraïbe notamment. Mais après ce terrible séisme survenu en Haïti en 2010, vous a-t-il paru évident de mettre en place ce programme d'accueil en direction des étudiants haïtiens? Oui, tout à fait, de façon totalement évidente dans la mesure où cela fait plusieurs décennies que nous collaborons avec Haïti et que soit nous accueillons des étudiants haïtiens, mais plus fréquemment, nous avons de nombreuses équipes pédagogiques qui se rendent en Haïti pour enseigner. Et donc, nous avons, je dirais, ce lien qui est évident, que ce soit avec l'Université d'État d'Haïti ou avec d'autres universités qui sont des universités privées. Oui. Et il nous semblait tout à fait normal d'accueillir les étudiants haïtiens. Je précise que nous avons délocalisé un master de l'UAG, qui est un master qui est basé à Fort-de-France, enfin à Schœlcher en Martinique, en Haïti. Et donc, il nous semblait déjà dans un premier temps normal de rapatrier ces étudiants qui sont nos étudiants haïtiens, mais à l'UAG, et en plus d'accueillir d'autres étudiants de façon à ce qu'ils puissent bénéficier de notre encadrement pédagogique. Alors comment ce projet a-t-il été accueilli? Est-ce que cela a été difficile de rassembler tous les partenaires? Mais en fait, les partenaires au départ, ils n'étaient pas nombreux. Les partenaires étaient uniquement des partenaires UAG dans la mesure où nous avons décidé très rapidement, dans un premier temps, de rapatrier nos étudiants qui suivaient ce master, donc une trentaine d'étudiants. Et ensuite, nous avons pris le parti de faire venir un certain nombre d'autres étudiants en fonction de nos capacités d'accueil. Mais c'est vrai que les partenaires n'étaient pas nombreux puisque nous avons tout financé sur nos fonds propres. Et nous avons mis en place en fait une association qui s'appelle l'association Océan, et c'est Madame Mancé-Caster, la vice-présidente du CEVU, qui en est la présidente
présidente. Que je verrai tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Et c'est cette association qui a en partie financé le séjour de ces étudiants. Et puis, bien entendu, après, nous avons eu un certain nombre d'autres partenaires, comme le Crous, et d'autres partenaires, je dirais, plutôt privés, qui ont joué le jeu. Quand je dis qui ont joué le jeu, c'est-à-dire qui ont soit accepté d'accueillir d'abord gratuitement les étudiants, ou après qui nous ont permis, on va dire, de payer avec un décalage, certes. Alors, la venue de ces étudiants a-t-elle permis à l'UAG de montrer qu'il était possible de mettre en place une coopération intercaraïbe efficace ? Oui, je crois que l'UAG a démontré sa capacité à réagir très rapidement et surtout à être totalement solidaire de ce qui se fait des universités haïtiennes. Donc je crois que là, nous avons véritablement montré que non seulement sur le plan humain, sur le plan, j'ai envie de dire, social, sur le plan humanitaire, l'UAG était présente. Et puis surtout qu'entre universitaires, il y avait une réelle solidarité. Vous êtes-vous heurté à certaines idées reçues? Ce qui a été difficile, c'était de motiver, je dirais, un certain nombre de collègues pour mettre la main à la pâte, parce que tout le monde était d'accord sur le principe, il fallait les accueillir, il fallait les aider, mais après, pour trouver des personnes qui au quotidien gèrent le dossier, c'est vrai que ça n'a pas forcément été toujours simple. Et pour finir, malgré donc les difficultés que vous avez pu rencontrer pour mettre en place ce beau projet, est-ce que vous êtes fier que l'UAG participe à des actions de solidarité telles que celle-là? Oui, particulièrement fier, parce que fier d'autant que c'est en faveur d'Haïti, un pays qui est un pays frère, un pays voisin, un pays avec lequel, comme je vous l'ai dit, nous avons des relations qui sont très anciennes. Et puis fier de notre réactivité. Et nous sommes la seule université française à avoir accueilli autant d'étudiants haïtiens depuis le séisme. Un dernier petit mot sur les relations internationales. Est-ce que vous pensez que c'est une façon aussi de bénéficier d'une autre image? Fondamentalement, parce qu'en fait, l'UAG, pendant longtemps, a bénéficié d'une image qui est une image assez ancienne, passéiste, c'est-à-dire qu'on n'a pas conscience que l'UAG a évolué depuis un certain nombre d'années. Et c'est vrai qu'on reste toujours sur des schémas relativement anciens. Et je crois que là, nous avons prouvé que non seulement on est capable de réagir vite, on est capable de briller sur le plan international. Et je crois qu'il faut maintenant compter avec l'UAG. Merci beaucoup, M. Safache. Je vous propose tout de suite de retrouver notre deuxième invité du jour. Il s'agit de Mme Mancé-Caster, professeure à l'UAG, mais également présidente de l'association Océan Objectif Caraïbes étudiants, dont nous parlions à l'instant, qui a été créée par l'université pour faciliter la venue de ses étudiants haïtiens. Madame Mancé-Caster, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes docteur en sciences du langage, professeure à l'UAG, doyenne de la faculté des lettres et sciences humaines, vice-présidente du CEVU, autrement dit le Conseil des études et de la vie universitaire. Et par ailleurs, vous êtes aussi à la tête de l'association Océan, qui a pris en charge l'an dernier et cette année aussi, les étudiants haïtiens. Alors est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu le chemin parcouru pour en arriver à cet aboutissement? Oui, alors très simplement, l'Université des Antilles-Guyane a été l'université qui a accueilli le plus d'étudiants. Nous en avons pris 50 et il avait été convenu au départ que la France donnerait des bourses. Donc nous étions déjà engagés dans ce recrutement de 50 étudiants qui étaient extrêmement volontaires pour venir et qui étaient de très bon niveau. D'où l'idée de l'association dont l'objectif, donc c'est l'association Objectif Caraïbes étudiants, dont l'objectif premier n'est pas uniquement d'accueillir des étudiants haïtiens, mais de favoriser les échanges universitaires dans la Caraïbe, mais qui s'est focalisé l'année dernière sur l'accueil des étudiants haïtiens et la recherche de financement pour eux, ce qui n'a pas été simple. J'imagine bien. Alors sur quels critères ces étudiants ont-ils été choisis? Alors déjà, pour que ces étudiants puissent entrer en master, il fallait qu'ils soient titulaires de la licence et que souvent aussi ils aient un diplôme de français, puisque naturellement il fallait un bon niveau en français pour poursuivre les cours de master. Effectivement, la situation sociale a joué aussi, mais la situation universitaire a été un critère important. Quel est le rôle de l'association auprès de ces étudiants? Est-ce que vous intervenez sur un plan psychologique, administratif par exemple? Oui, alors naturellement notre apport essentiel a été de financer en partie, puisque l'autre partie a été assurée par le Crous, le séjour des étudiants haïtiens. Mais c'est vrai que nous les avons assistés aussi dans leur démarche pour les visas, on a aussi trouvé des logements pour eux et on les a aussi intégrés à la vie martiniquaise et guadeloupéenne, puisqu'il y avait aussi des étudiants en Martinique. Oui, tout à fait. Et puis un accompagnement à tout niveau, au niveau par exemple de la CMU, pour qu'ils puissent être pris en charge en cas de maladie, etc. Donc un accompagnement à la fois humain, social, universitaire, financier. Et c'est vrai que ça a été riche en relations humaines.
Oui, c'est une formidable expérience. Oui, c'est une formidable expérience parce que c'est vrai que les Haïtiens sont très très dignes et qu'il a fallu aussi adapter, on va dire, notre accompagnement pour ne jamais tomber ni dans le misérabilisme, ni dans tout ce qui aurait pu lui laisser entendre qu'ils étaient dans l'assistanat. Alors, l'après-séisme est évidemment difficile à vivre, mais peut-être encore un peu plus quand en plus se rajoute le déracinement. Comment ces étudiants parviennent-ils à surmonter cela? Alors, ils ont énormément de courage et d'énergie et puis surtout, ils se projettent. Ils se projettent dans un avenir meilleur qui passe obligatoirement par l'obtention du diplôme de master qui leur permettra d'obtenir des postes importants pour la reconstruction de leur pays. Donc ils ont deux motivations essentielles, certes leur avenir personnel, mais aussi cette reconstruction, la reconstruction de ce pays qui a besoin d'eux. Ils se sentent utiles et valorisés dans cette démarche qui n'est pas seulement personnelle à leur niveau. Alors justement, je vous propose d'écouter le témoignage qui va suivre. Nous sommes allés à la rencontre de l'un de ces étudiants haïtiens. Il nous fait part de la manière dont il vit tout cela, il nous fait part du déracinement, mais aussi de l'espoir qu'il place en l'avenir et on se retrouve juste après. Je suis arrivé en Guadeloupe, à l'Université des Antilles et de la Guyane en 2010. Mais j'étais étudiant au département de physique à l'École normale supérieure, qui est une entité de l'Université d'État d'Haïti, où j'ai passé environ 3 ans. Et ma 4e année a été assurée, disons, par l'UAG. Bon, ça s'est passé, disons, un petit peu bien. Vis-à-vis des autres étudiants, les étudiants guadeloupéens, ça a été plus ou moins bien, parce qu'on a trouvé, je dirais, une sorte de support tant moral, je peux dire, ça a été tout à fait bien. On a eu une réussite presque à 100%. Bon, la séparation avec Haïti, ça m'a permis un petit peu de faire d'autres expériences. Donc la question d'adaptation, ça n'a pas été trop difficile pour nous. Les perspectives, c'est d'aller jusqu'au bout, parce que le pays a vraiment besoin des personnes formées. Je pense que nous, les étudiants, particulièrement ceux qui sont sur le pôle de la Guadeloupe, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, disons, pour parfaire un petit peu notre connaissance. Question de développer notre pays qui est, comme tout le monde le sait, qui est si maltraité. Je suis fier d'être haïtien, parce que normalement, c'est un peuple très travailleur. Si nous sommes encore là, après le séisme du 12 janvier, et qu'on a donné un résultat tout à fait satisfaisant aux yeux des professeurs de l'Université des Antilles et de la Guyane, ça prouve que vraiment nous avons le courage et nous voulons faire quelque chose et nous pouvons faire quelque chose. D'un point de vue personnel, quelle a été votre motivation pour vous engager dans un projet aussi prenant? Je pense que c'était humain déjà parce que d'aller en Haïti et de découvrir ces près de 10 000 lettres d'étudiants qui ont envie de partir étudier et savoir qu'il fallait sélectionner 250. Déjà, ça fait mal au cœur. Ensuite, c'est vrai qu'on a la chance d'étudier facilement ici et on ne se projette pas nécessairement sur des pays où c'est beaucoup plus difficile. Et puis, d'un point de vue personnel, moi, j'avais parrainé aussi un enfant haïtien. Et c'est vrai que j'étais déjà engagée en fait dans ce parcours un petit peu, je dis pas humanitaire, mais humain, plutôt humain. Bien sûr. Aider l'autre, tout simplement. Aider l'autre, tout simplement. Et puis je me suis dit, trouver quelques bonnes volontés, mobiliser des fonds, ça ne doit pas être si compliqué. C'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps qu'on ne le croit, mais la satisfaction de savoir que des hommes et des femmes peuvent construire simplement parce que on a pris le temps de faire un dossier financier, de passer quelques coups de fil, de rencontrer certaines personnes. Je crois que c'est immense et en retour, on oublie le temps qu'on a passé, les moments de tension et puis les moments de déception aussi quand les financements ne sont pas à la hauteur de ce qu'on espérait. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Sans plus tarder, je vous propose de retrouver notre rubrique Le saviez-vous, suivi de l'agenda de la semaine qui arrive. À vos papiers et crayons. Le saviez-vous ? L'Université des Antilles et de la Guyane s'insère dans un vaste réseau d'universités caribéennes et amérindiennes, reflet de la diversité des peuples antillo-guyanais. Seule l'université a disposé d'une triple implantation dans la Caraïbe et sur le continent américain. L'UAG est aussi la seule université qui soit à la fois américaine par son implantation, caribéenne et amazonienne par sa culture, francophone de langue et européenne par son statut juridique. Du 20 au 28 novembre, c'est la semaine européenne de la réduction des déchets.
Du 28 novembre au 2 décembre, l'association Initiative Éco met en place une action de formation avec l'Association européenne contre les violences faites aux femmes. Le programme, la prévention des violences sexistes et sexuelles dans les relations de travail. Pour en savoir plus, contactez l'association au 05 90 81 80 88. Du 30 novembre au vendredi 2 décembre, la Faculté des sciences juridiques et économiques de la Guadeloupe organise un forum sur les départements français de la Caraïbe, port de la Méditerranée des Amériques, solidaire de la Caraïbe pour l'emploi et la formation. Infoline 0690 61 49 44. L'IUFM de la Martinique est le centre d'études de recherche en esthétique et arts plastiques. On a le plaisir de vous convier au 16e colloque du CEREAP qui se tiendra le samedi 3 et le dimanche 4 décembre. Renseignements 0596 61 42 42. Et enfin, je vous rappelle les lieux et dates de collecte de l'EFS aux horaires suivants. N'oublions pas, donner son sang, c'est un acte généreux, solidaire et responsable. Comme d'habitude, l'adresse mail de l'émission est à votre disposition, solidaritésantélemag@gmail.com pour nous laisser tous vos commentaires, questions ou informations à communiquer. Voilà, Solidarité Santé le Mag touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. On se quitte sur une citation de Françoise Dolto. Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité visant à un but commun, l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. À la semaine prochaine.